Le banquet de Platon, entretien de Socrate et de Diotima suite, numéro 203c. Étant fils de Poros et de Pénia, l'amour en a reçu certains caractères en partage. D'abord, il est toujours pauvre, et loin d'être délicat et beau, comme on se l'imagine généralement, il est dur, sec, sans souliers, sans domicile. Sans avoir jamais d'autre lit que la terre, sans couverture, il dort en plein air, près des portes et dans les rues. Il tient de sa mère et l'indigence est son éternelle compagne. D'un autre côté, suivant le naturel de son père, il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon. Il est brave, résolu, ardent, excellent chasseur, artisan de ruses toujours nouvelles, amateur de sciences, plein de ressources, passant sa vie à philosopher, habile sorcier, magicien et sophiste. Il n'est par nature ni mortel ni mortel, mais dans la même journée, tantôt il est florissant et plein de vie, tant qu'il est dans l'abondance, tantôt il meurt puis renaît, grâce au naturel qu'il tient de son père. Ce qu'il acquiert lui échappe sans cesse, de sorte qu'il n'est jamais ni dans l'indigence, ni dans l'opulence, et qu'il tient de même le milieu entre la science et l'ignorance. Et voici pourquoi. Aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant, car il l'est. Et en général, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Les ignorants non plus ne philosophent pas et ne désirent pas devenir savants. Car l'ignorance a précisément ceci de fâcheux, que n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, on s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Je demandais, quels sont donc Diotima ceux qui philosophent, si ce ne sont ni les savants ni les ignorants? Un enfant même, répondit-elle, comprendrait tout de suite que ce sont ceux qui sont entre les deux, et l'amour est de cela. En effet, la science compte parmi les plus belles choses. Or, l'amour est l'amour des belles choses. Il est donc nécessaire que l'amour soit philosophe, et s'il est philosophe, qu'il tienne le milieu entre le savant et l'ignorant. Et la cause en est dans son origine, car il est fils d'un père savant et plein de ressources, mais d'une mère sans science ni ressources. Voilà, mon cher Socrate, quelle est la nature du daimon. Quant à la façon dont tu te représentais l'amour, ton cas n'a rien d'étonnant. Tu t'imaginais, si je puis le conjecturer de tes paroles, que l'amour est l'objet aimé et non le sujet aimant. Voilà pourquoi je pense tu te le figurais si beau. Et en effet, ce qui est aimable, c'est ce qui est réellement beau, délicat, parfait, bienheureux, mais ce qui aime a un tout autre caractère, celui que je viens d'exposer. Je repris. Il faut se rendre à ton raisonnement étrangère, car il est juste. Mais l'amour étant tel que tu viens de le dire, quel service rend-il aux hommes? C'est justement, Socrate, ce que je vais à présent tâcher de t'apprendre, dit-elle. Tu connais la nature et l'origine de l'amour, et tu reconnais toi-même qu'il est l'amour des belles choses. Mais si l'on nous demandait, pourquoi Socrate et Diotima, l'amour est-il l'amour des belles choses? Ou pour parler plus clairement, en aimant les belles choses, qu'aime-t-on? Je répondis, les avoir à soi. Cette réponse, dit-elle, appelle une autre question qui est celle-ci. Qu'est-ce qu'aura celui qui possédera les belles choses? Je répondis que je ne pouvais répondre au pied levé à une pareille question. Mais si, par exemple, dit-elle, substituant le mot bon au mot beau, on te demandait, voyons, Socrate, quand on aime les bonnes choses, qu'aime-t-on? Les posséder, répondis-je. Et qu'est-ce qu'aura celui qui possédera les bonnes choses? La réponse, dis-je, est plus facile, il sera heureux. C'est en effet, dit-elle, dans la possession des bonnes choses que consiste le bonheur, et l'on n'a plus besoin de demander pourquoi celui qui désire le bonheur veut être heureux. On est arrivé au terme de la question, ce me semble. C'est juste, dis-je.
Mais cette volonté et cet amour sont-ils, selon toi, communs à tous les hommes, et tous veulent-ils toujours posséder ce qui est bon? Qu'en penses-tu? Je pense, dis-je, qu'ils sont communs à tous les hommes. Pourquoi donc, Socrate, reprit-elle, ne disons-nous pas de tous les hommes qu'ils aiment, puisqu'ils aiment tous et toujours les mêmes choses, mais que les uns aiment et les autres non? Cela m'étonne aussi, dis-je. Cesse de t'étonner, dit-elle, car c'est à une espèce d'amour particulière que nous réservons le nom d'amour, lui appliquant le nom du genre entier. Pour les autres espèces, nous nous servons d'autres mots. Un exemple, dis-je? En voici un. Tu sais que le mot poésie représente bien des choses. En général, on appelle poésie la cause qui fait passer quelque chose du non-être à l'existence, de sorte que les créations dans tous les arts sont des poésies et que les artisans qui les font sont tous des poètes. Le mot poésie et poème vient du grec poiesis, qui veut dire faire fabriquer. C'est vrai. Cependant, ajouta-t-elle, tu vois qu'on ne les appelle pas poètes et qu'ils ont d'autres noms, et qu'une seule portion mise à part de l'ensemble de la poésie, celle qui est relative à la musique et au maître, est appelée du nom du genre entier. Car cette portion seule s'appelle poésie, et ceux qui la cultivent, poètes. C'est vrai, dis-je. Il en est ainsi de l'amour. En général, le désir du bien et du bonheur sous toutes ses formes, voilà pour tout le monde le grand et industrieux amour. Mais il y a beaucoup de manières de s'adonner à l'amour, et de ceux qui recherchent l'argent, les exercices physiques, la philosophie, on ne dit pas qu'ils aiment et sont amants. Mais il y a une espèce particulière d'amour dont les adeptes et sectateurs reçoivent les noms du genre entier, amour, aimer, amant. Il semble bien que tu aies raison, dis-je. On dit parfois, continua-t-elle, que chercher la moitié de soi-même, c'est aimer. Et moi je dis, mon cher, qu'aimer, ce n'est chercher ni la moitié, ni le tout de soi-même, si cette moitié et ce tout ne sont pas bons. Puisque les hommes consentent à se laisser couper les pieds et les mains, quand ces parties d'eux-mêmes leur paraissent mauvaises, car ce n'est pas, je pense, à ce qui lui appartient que chacun de nous s'attache, à moins qu'il ne regarde le bien comme une chose qui lui est propre et fait partie de lui-même, et le mal comme une chose étrangère. Car les hommes n'aiment que le bien. N'est-ce pas ton avis? Si, par Zeus, répondis-je. Donc, reprit-elle, on peut dire simplement que les hommes aiment le bien. Oui, répliquai-je. Mais ne faut-il pas ajouter, reprit-elle, qu'ils aiment que le bien soit à eux? Il le faut ajouter. Et non seulement qu'il soit à eux, continua-t-elle, mais qu'il soit à eux toujours? Oui, aussi. L'amour est donc en somme, dit-elle, le désir de posséder toujours le bien. C'est parfaitement exact, répondis-je.